Salut à tous les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir à quoi ressemble une expérience de thèse, à quoi ressemble le voyage de la thèse. Et pour cela, je pensais qu'on pourrait prendre une approche que j'avais faite pendant mon master. Donc, pendant mon master, je m'étais posé une question qui était à quoi ressemble le doctorat. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé... j'ai vu des images de Napoléon, des peintures de Napoléon, et ça m'a plus ou moins inspiré d'une idée de à quoi pourrait ressembler le doctorat. Du coup, je me suis dit que dans cette vidéo, on pourrait voir les différentes étapes de la thèse en parlant de Napoléon, en parlant du parcours de Napoléon et comment ça peut ressembler l'un avec l'autre. Lorsque tu commences ton doctorat, tu es comme Napoléon à ce moment-là, avant d'entrer en Italie, franchissant le grand Saint-Bernard, prêt à conquérir l'Italie. C'est comme ça que j'imaginais la thèse. J'imaginais que lorsque tu commences ton doctorat, tu es plein d'énergie, de naïveté, d'innocence, et prêt à tout affronter, mais dans le même temps, tu n'as aucune idée des dangers, des obstacles à rencontrer. Et je pense qu'il y a une certaine vérité à ça, c'est que lorsque j'ai commencé ma thèse, tu vois, c'est moi qui avais défini mon projet de thèse. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire d'être chercheur. Je ne savais pas ce que ça voulait dire de faire de la recherche dans le monde académique. Je n'avais pas encore toute la distinction de ce monde académique avec la différence avec le privé. J'étais très concentré sur ce qui était, on va dire, le doctorat, le postdoc, devenir professeur, par exemple. Et lorsque tu commences ton doctorat, du coup, tu as plein d'enthousiasme, tu as plein d'idées, de choses que tu veux faire, mais tu sais pas vraiment, il y a beaucoup d'inattendus qui arrivent, mais tu ne t'y attends pas forcément. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un bon superviseur, un bon mentor, parce que il va voir, si tu as de la chance, que tu es enthousiaste, et que tu es prêt, que tu es sur ton cheval, prêt à galoper, pour aller justement conquérir le monde, pour aller conquérir ton doctorat, pour aller obtenir ton doctorat. Et il va pouvoir t'aider et te guider justement à faire face à tous ces obstacles. Donc ça, c'est la motivation. Comme lorsque l'on commence un projet, c'est la motivation, le désir initial qui est là, qui est présent. Et ce qui peut facilement se passer, c'est que au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, voire des années dans certains cas, tu peux te retrouver dans cette seconde peinture, les épreuves. Pendant le doctorat, je pensais à Napoléon traversant les Alpes en âne. Une image de lenteur et de difficulté accrue. Les tâches se multiplient et tout semble prendre plus de temps que prévu, évoquant un voyage qui donne l'impression d'être interminable. Et il y a une certaine vérité à cela, car un doctorat ça peut durer 3 années, dans certains pays ça peut durer 6-7 années, dans certains domaines c'est pareil. Et en fait ce que tu peux facilement te retrouver c'est à avancer. Tu as laissé tomber le cheval parce que ça va trop vite, tu dis qu'il faut prendre son temps, et peut-être que tu as gagné une certaine sagesse avec cela, d'avoir compris que oui, les choses prennent du temps, il y a toujours des retards. Dans le monde, si tu commandes un ordinateur toi-même sur Amazon ou sur un autre site, en une semaine tu l'as. À l'université, tu dois attendre 6 mois pour l'avoir. Tu vois, c'est l'effet momentum qui est un peu plus ralenti, on dira. Donc ce sont des choses que tu apprends sur le chemin. Tu apprends que les choses prennent plus de temps. Tu commences à traverser une montagne, donc ça prend plus d'énergie. Tu peux pas courir, tu peux pas la faire en trek, à moins d'être super bien entraîné. Et du coup, tu te rends compte que ça prend un peu plus de temps, et peut-être que c'est normal, peut-être que c'est pas normal. Ça va dépendre du parcours. Mais il y a des choses à faire pour éviter de ressentir tout ce poids un peu de la thèse, parce que si tu traverses une montagne pendant 4-5 années, tu as l'impression que c'est interminable. Mais ce que j'avais fait, moi, pour éviter d'avoir cette impression, c'était parce que dans mon cas, le doctorat, pour moi, il est passé très vite. 3 années, ça passe très vite. Et j'ai pu faire beaucoup de choses que je voulais faire. Je n'ai pas pu tout faire. Donc, dans un premier temps, un truc que je t'invite à faire, c'est de définir quand tu aimerais terminer ton doctorat. Dans mon cas, j'avais décidé que je voulais terminer mon doctorat au moment où mon contrat se termine, parce qu'après je n'ai plus de financement et j'avais pas envie de me retrouver au chômage ou sans emploi.
ou sans le chômage, parce qu'aux Pays-Bas, tu peux avoir un mois de chômage pour une année travaillée, pour terminer de rédiger ma thèse. Pour moi, ça ne me prenait pas beaucoup de sens. J'avais beaucoup de collègues qui ont décidé de faire cela. Je connais beaucoup de monde qui décide de faire cela. Moi, je ne voulais pas faire ça. Je me suis dit 3 ans, ça peut le faire. Je pouvais postuler une 4e année, mais j'ai décidé de me dire ok, je termine mon contrat après 3 ans. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas ensuite définir si oui ou non tu es capable de terminer dans cette durée. Donc si oui, tu es capable de terminer dans cette durée, bah, tant mieux. Parce que tu vas pouvoir réussir. En fait, si tu n'es pas capable, tu vas pouvoir essayer de voir pourquoi tu n'es pas capable. Donc, tu prends tous les prérequis que tu dois avoir. Par exemple, tu dois avoir un article publié, tu dois avoir fait 4 projets, tu dois avoir suivi X nombre de cours, etc. Et tu listes tout cela. Et tu notes quand tu aimerais faire quoi. Ça peut sembler simple, ça peut sembler un peu basique, mais ça aide énormément parce que tu vas te rendre compte si ce que tu veux faire est possible. Donc, tu notes ce que tu veux faire et quand tu veux le faire. Entre autres, tu fais une Gantt chart. Tu notes la date de fin et tu fais un rétro-planning. Quand tu vas faire quoi. Et si tu fais cela, eh bien, tu vas pouvoir te rendre compte si tu es réaliste. Et si, tu n'es pas réaliste, eh bien, parle-en avec d'autres personnes, vois comment tu peux adapter les choses. 2, essaye de voir comment tu pourrais du coup, adapter les choses et essaye de voir comment tu pourrais changer certaines choses. Donc, par exemple, dans mon cas, quand je suis arrivé à la fin de ma 2e année de thèse, j'avais énormément de projets en tête. Je voulais faire un projet clinique. Je voulais terminer 2 projets que j'avais commencés. Donc terminer, les datas étaient collectées, mais je devais les analyser puis les publier. Je voulais faire 2 autres projets en lien avec cela et je voulais faire un projet en Nouvelle-Zélande. Au final, ce n'était pas possible. C'était beaucoup trop de projets, beaucoup trop de choses à faire. Donc, j'ai décidé de m'y prendre autrement, de me dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je peux supprimer? Et du coup, j'ai décidé de supprimer le projet clinique, ce qui est dommage en soi, parce que ça aurait été très, très excitant de faire ce projet, je pense, parce que j'aurais pu apprendre justement quelque chose de totalement nouveau, mais j'ai dû décider il faut apprendre. Grandir, c'est choisir, donc il faut accepter de choisir une direction, de prendre un chemin et se dire, ok, je vais faire ce projet-là. Bien sûr, lors du voyage, les choses changent. Tu vas peut-être te rendre compte que ce projet n'est pas le plus intéressant. Tu vas peut-être vouloir changer certaines choses. Mais c'est pas grave, au moins tu as pris une décision et tu as commencé à avancer. Ça, c'est au long terme, c'est la vision du long terme. Mais la vision au court terme, eh bien, au court terme, en fait, tu es dans cette montagne. Tu es dans le froid, tu es sur cette âne, tu avances lentement. Donc, comment faire pour continuer à avancer? Eh bien, l'approche est la même, mais à un micro-level. Tu vas noter chaque action que tu as en tête. Si tu es un peu anxieux, c'est que tu as beaucoup de choses en tête. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter toutes les choses que tu as en tête. Dans mon cas, j'ai un agenda que tu peux acheter si tu le veux. Tu peux avoir le PDF aussi, je peux te l'envoyer. Tu as juste à me donner un commentaire en dessous et je t'enverrai le PDF. Mais entre autres, c'est un agenda que j'ai créé. Tu peux l'avoir sur Amazon. Et au début de cet agenda, il y a une partie qui s'appelle projet. Et entre autres, c'est très simple. C'est juste une page blanche dans laquelle tu peux noter un de tes projets en haut. Et tu notes chaque action de ce projet en dessous. Et en fait, ce que tu fais après, c'est que tu vas dans les pages principales, qui sont les pages hebdomadaires. Donc, il y a un côté pour lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Et en fait, tu vas noter quand tu veux faire quoi. C'est flexible. En dessous, il y a une liste, une to-do list personnelle et privée. Et tu vas noter les actions que tu veux faire pour cette semaine-là, qui sont en lien du coup avec tes objectifs, qui eux te font aussi avancer au long terme. Et tu vas essayer de planifier, voir quand tu peux les faire. Chaque matin, tu vas faire une action principale. Tu dis, ok, ce matin, je me concentre pendant 90 minutes sur X action. Et tu le fais. Tu te poses et tu te forces. Tu ne prends pas ton téléphone, tu n'ouvres pas tes emails et tu travailles sur cette chose que tu voudrais faire pendant 90 minutes. Et si tu fais cela, tu vas te rendre compte que au début, c'est difficile. Mais au fur et à mesure du temps que tu avances et que tu commences à prendre les choses en main, eh bien, ça devient de plus en plus facile. Tu vas réussir à travailler et à rédiger sans être distrait. Tu vas réussir à faire les choses comme tu aimerais le faire. Et du coup, tout ira pour le mieux, ce sera plus simple.
Parce que tu vas sentir que ton âne avance lentement mais sûrement dans ce voyage. Tu vas voir les progrès. Et le fait de voir le progrès, eh bien, c'est satisfaisant. Une autre chose à faire est essayer de boucler les boucles. Ferme les boucles. Combien de projets as-tu commencé? Prends le temps, pose-toi, rédige le nombre de projets que tu as commencé. Maintenant que tu as fait cela, eh bien, vois chacun de ces projets-là et essaye de voir si tu peux, ce que tu peux faire pour les compléter. Et vise, en tout cas c'est ce que je fais, c'est que je vise à les compléter le plus vite possible. Bien sûr, chaque chose avance à sa vitesse et il y a des projets qui vont prendre plusieurs mois à compléter, certains peut-être même plusieurs années, certains plusieurs semaines et certains tu peux les compléter rapidement. Donc essaye de voir ce que tu peux compléter et essaye de compléter les projets. Plus tu as de projets ouverts, plus c'est compliqué. Mais tu es en thèse, donc l'avantage du doctorat c'est que tu n'as pas encore tant de projets que cela. Ce sont surtout tes projets principaux, mais tu n'as pas encore vraiment de bourses auxquelles postuler, etc. Par exemple dans mon cas, là, en janvier, je vais avoir 3 bourses auxquelles je dois postuler. Ça veut dire qu'il faut lire beaucoup, développer des idées, essayer de faire quelque chose d'intéressant. Mais en plus de cela, j'ai 3 projets qui sont bien avancés. Maintenant, il faut analyser les données, puis rédiger les articles. Donc, c'est 3 projets en plus. Plus je supervise des étudiants qui travaillent, eux, sur d'autres projets. Je supervise des doctorants et des étudiants de master. Et du coup, tu vois, ça fait une cumulation de projets. Et plus tu avances, plus tu as de projets comme ça qui se cumulent. Et ça fait que les choses se compliquent de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses à faire. Donc la solution c'est 1. Tu passes plus de temps dessus. 2. Tu commences à développer une manière de travailler plus efficace. Mais du coup, pendant ce voyage, voilà, t'avances lentement. Tu es dans les Alpes. Peut-être c'est un hiver russe. Peut-être que tu sens vraiment le froid, la faim, que tu as du mal. Mais ce qui se passe à un moment, c'est que tu arrives à soutenir ton doctorat. Donc voici comment je l'imaginais pendant mon master. J'imaginais que tu as un peu un sentiment d'empereur au moment où tu défends ta thèse, après la soutenance. Je me disais la minute juste après. Parce que tu as un sentiment d'euphorie, parce que tu as réussi à terminer ton doctorat, tu te sens libre, tu peux célébrer de manière intense et voilà, tu as l'impression d'ouvrir des millions de portes. Tu te sens impérial, tu te sens grand, puissant parce que tu as terminé. Je sais pas si tout le monde se sent comme ça. Dans mon cas, c'était pas vraiment ça le jour de ma défense. Parce que, ok, la défense, le fait est que comment dire? Dans mon cas, tu sais que si tu peux faire ta soutenance de thèse, tu sais que tu as obtenu ton doctorat. Généralement, tu vas obtenir ton doctorat. Parce que sinon, les reviewers, le comité, ton superviseur de thèse n'aurait pas accepté de soumettre ton doctorat. Donc généralement, c'est OK. Généralement, ça veut dire que c'est bon. Donc il n'y a pas ce stress-là qui devrait être présent. Même si j'imagine il est quand même là, mais il ne devrait pas vraiment être là. 2, tu connais ton sujet, tu as travaillé dessus pendant 3 ans. Les questions que tu vas avoir sont généralement des questions un peu bateau. Des questions, sûrement au début, mais au bout d'un moment, tu auras des questions plus pointilleuses. Mais au final, c'est plus une discussion. Tu sais que c'est une discussion avec le comité. Tu sais que c'est peut-être un moyen d'améliorer ta recherche. Tu sais que... En fait, tu sais que tu peux en tirer des choses de cette défense. Donc ça, c'est aussi, en théorie, une raison de ne pas vraiment stresser. Dans mon cas, j'étais aux Pays-Bas et beaucoup de personnes venaient me voir, de ma famille, de mes amis de France, qui ont voyagé jusque-là pour venir me voir. Et peut-être que ça rajoute quelque chose en plus, parce que c'est un processus... de 1, c'est un processus, ça fait au moins 3 ans que tu le prépares, que tu essaies d'avancer pour celui-là, et que tu travailles dur. Et là, c'est le jour de la complétion, c'est le jour où tu le termines. Donc il y a quelque chose, il y a une sorte de projet qui est complété après avoir travaillé beaucoup dessus. Et en plus de cela, ta famille est là, tes proches sont là. Et du coup, eh bien, il y a sûrement quelque chose qui se présente. Et il y a un côté très formel aux Pays-Bas. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller la voir si tu veux, mais je fais une vidéo où je décris la soutenance aux Pays-Bas. Il y a un côté très très formel, où il y a toute une cérémonie à suivre. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est avec un bâton, il va crier « Ora finita » à la fin de la thèse, à la fin de la soutenance. La soutenance dure exactement 40 minutes, donc c'est une soutenance assez courte, qui d'un côté c'est bien parce que c'est assez court, d'un autre côté c'est le temps de d'échauffement.
Au début, tu es un peu stressé les premières minutes, tu comprends, t'écoutes pas vraiment les questions, ton cerveau il bug un peu. Et après, tu commences à aller mieux et ça commence à aller après quelques minutes. Et là, tu commences à prendre du plaisir à vraiment profiter des questions que tu reçois. Et à ce moment-là, la soutenance se termine. Donc c'est un peu rapide. Mais, et après cela, il y a encore un autre truc, c'est que tu dois organiser généralement un pot où il y a beaucoup de personnes qui viennent. Tu mélanges personnel et privé en même temps. Et ça rajoute peut-être quelque chose qui fait que à l'événement qui ajoute peut-être un certain stress à l'événement. Donc, est-ce que tu te sens comme un empereur? Je sais pas, sûrement certaines personnes. Euh, je pense que c'est beaucoup les gens autour de toi les gens autour de toi qui ne sont pas dans le monde de la recherche, qui te regardent comme ça. Par exemple, beaucoup de personnes vont se dire « Waouh, il a fait un doctorat, c'est quelque chose d'incroyable, etc. » Ça ouvre des milliers de portes. Et en fait, quand tu es dans le monde de la recherche, tu te dis « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Alors que oui, d'un côté, bien sûr, tu peux te faire ce que tu veux après avoir fait ton doctorat. Tu as énormément de portes, mais en même temps, tu as énormément de... Il faut être capable de les observer, de les remarquer et de choisir ce que tu veux faire. Et c'est pas forcément... Tu n'as pas forcément cet esprit-là au moment où tu termines ta thèse. Dans certains cas, tu as eu la tête dans le guidon pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et du coup, tu as fini ce projet-là. Et tu arrives, du coup, à l'image 4, le lendemain du doctorat. Le coup de blues post-thèse s'apparente à Napoléon abdiquant à Fontainebleau en 1814, symbolisant non seulement la chute d'adrénaline et de dopamine suite à l'accomplissement d'un projet de longue haleine et à la célébration, mais aussi à l'incertitude du futur, se demandant quel nouveau projet entreprendre et quelle direction prendre. Ce qui se passe généralement, c'est que tu complètes un projet et tu célèbres cette complétion de projet, donc ton cerveau il comprend le projet est terminé, je peux me reposer. Niveau de dopamine, il chute. Adrénaline, ça chute. Tu te reposes. Et en fait, lorsque cela se passe, eh bien, tu as une grosse chute de dopamine et ça fait le sentiment de coup de blues après avoir terminé un projet. Tu te sens un peu fou, un peu KO. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as une sorte il te faut quelques jours pour t'en remettre, etc. Et en plus de cela, peut-être que finalement, comme je le disais précédemment, tu relèves la tête et tu commences à regarder de nouveau ce qu'il se passe le lendemain du doctorat. Donc tu lèves la tête et tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je veux continuer dans le monde de la recherche académique en faisant un postdoc? Est-ce que je veux plutôt faire de l'enseignement, partir dans le privé? Est-ce que je veux monter une boîte? Et ça peut être des choses que, généralement, il vaut mieux penser à ces choses-là avant de commencer le doctorat. Bien sûr, lorsque tu avances dans ton doctorat, les choses vont changer, tu vas apprendre des choses, tu vas découvrir des choses, tu vas avoir de nouvelles idées, différentes choses que tu veux faire. Mais généralement, c'est une bonne idée d'avoir en tête pourquoi tu veux faire un doctorat. Donc, tu veux faire ce doctorat, mais que va-t-il t'apporter? Pourquoi, en fait, tu veux faire ce doctorat? Et si tu as ça en tête, eh bien, c'est génial, parce que tu pourras, tout au long de ton doctorat, développer les compétences requises pour ce que tu veux faire après le doctorat. C'est ça qui est très important, c'est avant le doctorat, essayer de voir. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Il y a beaucoup de personnes qui vont au doctorat parce qu'elles ont fait une licence, puis un master, puis un doctorat. Voilà. Mais si tu as la possibilité et que tu sais comment t'y prendre et quoi faire, eh bien, pose-toi la question. Avant de commencer ton doctorat, qu'est-ce que je veux faire après? Et si tu sais ce que tu veux faire après, tu vas pouvoir définir les actions utiles à faire en doctorat pour justement atteindre ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux devenir simplement enseignant et que la recherche ne t'intéresse pas plus que ça, eh bien, dans ce cas-là, concentre-toi majoritairement sur l'enseignement pendant ton doctorat. Bien sûr, tu ne pourras pas faire que cela, parce qu'une thèse, c'est aussi de la recherche. Mais si tu ne fais pas d'enseignement pendant ta thèse, eh bien, ça va être dur plus tard d'obtenir justement un poste d'enseignant, par exemple. Donc, essaye de voir ce que tu peux faire. Et voilà. Bien sûr, ce sont juste des idées. Ces 4 points ne représentent pas exactement la réalité, comme je te le disais. Tu peux ressentir les choses différemment. Si tu as terminé ton doctorat, je t'invite à commenter pour partager cela. Et si tu as envie justement d'avoir des idées pour
Si tu as du mal justement à définir tous ces points-là et à voir comment t'aider, eh bien, je t'invite à aller sur mon blog Vaillant Doctorant et à aller voir les programmes de formation que je te propose, qui vont eux t'aider énormément, je pense, à définir ce que tu veux pendant ta thèse en fait. Super docteur, tu vas définir et comprendre 5 rôles et les règles du doctorat pour pouvoir avancer. Si tu veux apprendre à rédiger, j'ai aussi des programmes de rédaction et aussi des programmes pour développer motivation, maîtriser son temps, être productif pendant le doctorat, etc. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Et si tu n'as pas envie d'investir pour le moment, eh bien en fait ce que tu peux faire, c'est simplement rejoindre le club des doctorants sur mon groupe. Et dans ce club, tu vas recevoir des emails qui vont te permettre d'accéder justement à ces formations à prix réduit. Donc à ta place, je m'inscrirai aux emails. Et aussi, tu vas recevoir des emails avec du contenu pour t'aider pendant ton doctorat de manière récurrente. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à y aller, à aller voir et à rejoindre le club des doctorants. Il y a aussi quelque chose sur lequel je travaille dernièrement, qui pourrait peut-être t'intéresser aussi. Mais je t'invite justement à aller rejoindre le club des doctorants et j'en parlerai par email. Je t'enverrai un email. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.